Voilà, Alors, je vois Stéphanie aux manettes pour les micros. Donc, on va démarrer à l'heure. Et donc, bonjour à toutes et tous. Et puis, merci d'être présents. Alors, merci aux initiés, aux fidèles qui viennent depuis le début assister au webinaire que nous organisons depuis maintenant 2 ans, en lien et en partenariat avec, évidemment, l'ARIA, en Auvergne-Rhône-Alpes, et la CARSAT Rhône-Alpes. Et moi, je suis Françoise Moleniana, donc j'appartiens à la structure Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Et donc aujourd'hui, le webinaire auquel vous allez assister concerne le pouvoir de coupe du couteau et comment prévenir justement les TMS, et tout ça dans le cadre de la démarche Préventicoupe qui va vous être présentée. Alors, pour rappel, notamment pour ceux qui connaissent et également pour ceux qui ne connaissent pas, nous organisons un cycle de webinaires depuis maintenant 2 ans, c'est ce que je disais, depuis 2023. Et cette thématique de la prévention des TMS via le pouvoir de coupe des couteaux est notre 8e webinaire. Donc, juste pour vous dire que ces webinaires sont enregistrés et que donc, du coup, vous aurez accès au replay et que nous vous enverrons également le replay, le lien d'accès pour tous les autres webinaires auxquels vous n'auriez peut-être pas encore participé. C'est la semaine où on fait l'animation Halloween. Donc, merci d'être là. Sans plus tarder, je passe la parole à Stéphanie qui va vous présenter les intervenants. Merci à vous. Bien, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. On est effectivement heureux de voir que vous êtes si nombreux intéressés par cette thématique. Le webinaire est donc enregistré. On va vous demander de bien tous désactiver vos micros, puisqu'il y a certains encore des petits bruits parasites. Et puis donc le replay sera mis à disposition juste quelques heures après la réalisation de ce webinaire. Il sera également envoyé aux personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Sans perdre de temps, je vais laisser la parole à mes 2 collègues donc, de la CARSAT Bretagne et la CARSAT Pays de Loire, donc Magali Bozek et Nicolas Pézigaud, qui sont les pilotes de cette thématique au niveau national. Voilà, bon webinaire à tous et n'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Elles seront reprises à la fin. On va se garder un petit moment à la fin pour y répondre. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, je me présente, donc Magali Bozek. Je suis référent technique de la démarche Préventicoupe au sein de la CARSAT Bretagne. Et aujourd'hui, je serai également accompagnée de Nicolas Pézigaud, qui, lui, est le référent de la démarche sur la CARSAT Pays de Loire. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Hop, je passe. Donc tu y vas ou j'y vais? Juste le programme et puis après, voilà. Donc, on va vous présenter donc un petit historique rapide de la démarche. On vous présentera aussi dans un second temps donc, quelques définitions pour qu'on parle tous le même langage. Et puis, on fera le lien avec les TMS. Avant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, donc sur les facteurs influençant le pouvoir de coupe, et une petite synthèse qui vous présentera la démarche globale de prévention du pouvoir du couteau. Voilà, je te laisse la main, Magali. Oui, je veux que tu passes. Donc, il faut savoir que la démarche Préventicoupe est issue d'une autre démarche qui a été développée dans les années 90, qui s'appelait la démarche du couteau qui coupe. Cette démarche avait été développée en partenariat avec les entreprises de la filière viande de boucherie et viande de volaille, et donc avait associé à la fois tout le réseau assurance maladie risque pro et des différentes CARSAT, qui à l'époque s'appelaient des CRAM, et puis également la MSA. Donc cette démarche elle a été déployée dès les années 90. L'objectif était donc de sensibiliser les entreprises sur la thématique du pouvoir de coupe et apporter des outils, à la fois de la documentation, des films, mais également des outils de formation. Une fois cette démarche du couteau qui coupe déployée, elle a vécu de ses propres ailes et les partenaires sociaux nous ont demandé, à la CARSAT Bretagne, CARSAT Pays de Loire, de faire un bilan de la démarche dans les années 2010. On a donc consulté à la fois les organismes de formation, les entreprises, le réseau,
Et là-dessus, on s'est aperçu en bilan que les entreprises étaient très faibles en matière d'autonomie sur ce sujet-là, ne maîtrisaient pas bien ce que voulait dire la démarche du couteau qui coupe, en se focalisant notamment et uniquement sur les aspects d'affûtage et affilage et en mettant de côté tous les autres facteurs influençant le pouvoir de coupe. Et quand on a été regardé sur l'axe formation, il s'est avéré qu'il n'y avait plus aucun organisme de formation référencé par notre réseau sur le marché commercial, puisque ces entreprises, la plupart des formateurs étaient partis en retraite. Donc, l'objectif a été, dans les années 2015-2020, de relancer une démarche en lui donnant un nouveau souffle. Et donc, il a été décidé de recréer une démarche sur la même thématique, qui s'appelle démarche Préventi-Coupe. Bien couper pour mieux travailler. C'est les années également où se sont lancés tous les programmes TMS Pro. Et donc, la Caisse nationale nous a demandé de repréciser aux entreprises qu'il y avait donc un lien fort entre la démarche de prévention des TMS et cette démarche uniquement sur le pouvoir de coupe du couteau. Lorsque vous faites des analyses ergonomiques au sein de vos entreprises, liées sûrement au développement de troubles musculo-squelettiques, il y a de nombreux facteurs qui sont à l'origine de ces TMS, notamment la force exercée, la répétitivité des gestes, mais également une production soumise à un certain flux dans un environnement bruyant ou glissant avec des salariés plus ou moins âgés. Donc voilà, donc on a à peu près tous les facteurs qui peuvent permettre le développement des TMS. Et lorsqu'on va chercher les causes et les déterminants, il y en a une multitude, ce qui permet de travailler sur plein de champs, mais il y en a un qui est très peu exploré, notamment lorsqu'il y a du travail au couteau, c'est effectivement le choix de ce couteau et son entretien. Donc, pour aider les entreprises, c'est là qu'intervient la démarche Préventi-Coupe, qui est donc une démarche dans la démarche et qui donc permet de faire le lien entre le pouvoir de coupe et les TMS. Pour synthétiser un petit peu ce lien entre le pouvoir de coupe et les TMS, avec l'INRS, donc il a été créé cette roue pour expliquer le lien. Donc, plus le fil est détérioré, plus le couteau va couper mal ou moins bien. Donc, le salarié va devoir commencer à stresser et donc à produire des efforts supplémentaires. Et d'un point de vue performance, plus ça va aller, plus les produits, la matière va être détériorée. Donc, le salarié va avoir de plus en plus besoin de temps pour travailler en développant des gestes de plus en plus importants, de plus en plus forts. Et donc, il va mettre, quand on est sur du travail en chaîne, les autres collègues en retard. Il va donc ajuster notamment son temps d'affilage, donc soit la plupart du temps afin de produire les tonnages qui lui sont demandés, il va de moins en moins affiler. Et donc, derrière, on va effectivement avoir ce fil qui va se dégrader et se détériorer. Et donc, en gros, là, on est sur une boucle qui va générer des TMS. Sur le sujet, on a différents thèmes qui ressortent régulièrement. Donc, c'était juste la diapo d'avant, Nicolas. On parle d'affûtage, d'affilage et d'aiguisage en entreprise. Donc, l'aiguisage, c'est l'action d'affûter et d'affiler. Et l'affûtage sert à remettre en forme le taillant. On va revenir tout à l'heure sur ce que c'est que le taillant. Éliminer le morphile, mais également polir. D'accord ? Tandis que l'action d'affiler, c'est celle qui va vous permettre d'entretenir le fil sur toute la journée de travail au poste de travail du salarié. Voilà. Donc, on va revenir sur quelques petites thématiques, sur quelques définitions. Qu'est-ce que c'est déjà que le pouvoir de coupe ? Le pouvoir de coupe, c'est ce qu'espère le salarié en matière de qualité de coupe pour son couteau quand il est neuf ou qu'il sort tout juste de l'affûtage. D'accord ? Et donc, ce pouvoir de coupe va dépendre de nombreuses caractéristiques, mais notamment des caractéristiques de la lame. Ça veut dire que tout va se jouer au moment de l'achat du couteau et de la qualité de la lame que vous allez fournir à l'opérateur. Donc, pour ça, et à minima,
il va falloir aller regarder la qualité de l'acier de la lame et puis également acheter un couteau qui correspond à la tâche, à l'activité de l'opérateur. Chaque couteau est fait pour une tâche particulière. Voilà, donc Nicolas reviendra là-dessus. Et donc, cette qualité de coupe, ce pouvoir de coupe va évoluer au cours de l'utilisation du couteau sur la journée. Et donc, plus dans la journée, plus ça va aller, plus le taillant va se dégrader, plus le fil va se dégrader. Et donc, derrière, afin d'avoir une qualité de coupe optimum, il va falloir mettre en œuvre des opérations d'affûtage et d'affilage. Donc, le taillant, qu'est-ce que c'est? Donc, le taillant, c'est la forme biseautée qui va être obtenue lors de l'opération d'affûtage. Et donc, c'est seulement les quelques millimètres du bout de la lame qui doivent normalement déterminer un angle constant sur toute la longueur de la lame et qui doit être dans l'axe de la lame. Voilà. Et juste pour votre info, on vous explique sur la diapo d'après qu'est-ce que le fil. Le fil, donc, est la partie, elle, qui va couper. Le taillant ne coupe pas, le taillant n'est qu'un angle. Et donc, derrière, la partie qui coupe, c'est seulement ce fil, cette toute petite bande située à l'extrémité du taillant qui va être également sur toute la longueur et qui, elle, va s'user, se détériorer au moindre choc et au long du travail de l'opérateur. Donc, le fil est rénové par l'opération d'affûtage, puisque quand vous allez former le taillant, vous allez former un fil, mais il va être également entretenu par les opérations d'affilage. Donc, en fonction de l'état, il y a des états du fil qui nécessitent un affûtage et des états du fil qui vont pouvoir être réparés par l'affilage. Voilà. Je reprends la main. Donc, Magali vous a donc présenté un certain nombre de définitions. Donc, maintenant, on est au clair de tout ce que l'on entend donc, par l'affûtage, l'affilage. Donc, elle a fait le lien, du coup, donc, avec les troubles musculo-squelettiques. Donc, l'important, du coup, donc, de Préventicoupe, en fait, voilà, donc, c'est d'avoir une démarche globale donc, de prévention donc, pour traiter l'ensemble de ces facteurs. Donc, je vais vous les présenter, alors succinctement, puisque là on n'est pas dans une formation complète Préventicoupe, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais vous présenter donc les grandes lignes donc, de ces différents facteurs. Alors le premier, c'est l'achat des couteaux. Donc là, il s'agit donc, in fine, donc voilà, de définir donc un cahier des charges précis donc pour avoir le couteau adapté donc au travail des opérateurs. Donc pour cela, donc il y a différents paramètres à regarder. Donc Magali l'a abordé, donc il y a la qualité de l'acier. La lame en elle-même, donc il y a différentes formes, donc il y a des courbes, des droites, des larges, des étroites, pardon, des alvéolés, donc différentes formes de lames. Le manche, pareil, donc avec des diamètres donc, différents. Donc voilà, mais si on achète le même couteau, donc avec le même manche, par exemple, à tout le monde n'a pas la même taille de main. Donc il faut adapter. Si le manche est trop gros, la prise va être compliquée. Si le manche est trop fin par rapport à la main, là aussi on va forcer. Donc là, faire le lien avec les TMS, voilà, c'est le canal carpien qui va être beaucoup sollicité. Le poids aussi va être important. Donc là, c'est sur les qualités intrinsèques du couteau. La compatibilité avec le matériel que l'on peut avoir déjà. Donc important aussi pour que tout soit adapté. Donc je vais revenir après sur les coutelières. Donc voilà, donc in fine, donc l'achat des couteaux, donc le cahier des charges, donc doit être adapté vraiment à la tâche que l'on veut faire. Donc là, j'ai une petite vidéo, une petite diapo donc, justement, qui reprend quelques modèles de couteaux. Vous voyez, donc il y a différentes formes de lames. Donc chaque tâche, son couteau. On vous remet donc ici aussi donc un petit extrait donc de l'ED de l'INRS. Donc j'ai oublié le numéro, mais on a mis le lien donc à la fin. Donc c'est le D6274. Donc qui donc reprend donc en fonction de la tâche quelle est la forme du couteau la plus adaptée. Voilà, donc ça, c'est les couteaux. Une fois qu'on a acheté les couteaux les plus adaptés, il faut regarder donc l'achat des équipements d'affûtage et d'affilage. Donc là aussi, il s'agit donc de définir un cahier des charges donc, qui soit adapté. Donc pour l'affûtage, donc pour réaliser les différentes étapes, donc les vidages, la mise en forme du taillant, les morfilages et le polissage. Et idem pour l'affilage.
Donc, que ce soit pour le fusil, hein, donc il y a différents types d'acier, il y a différents types de manches là aussi. Et idem pour les broches croisées. Donc là, bah, une petite diapo donc, qui illustre un peu la variété de machines à affûter qu'on va retrouver sur le marché, de la simple bande abrasive humide jusqu'au robot machine d'affûtage automatique. Voilà, ce dernier voilà, sera forcément plus adapté sur des grosses structures qui utilisent beaucoup de couteaux. Et idem voilà, sur les matériels d'affilage, donc plusieurs types donc, de fusils et différents modèles de broches croisées. Donc on a bien acheté les couteaux, les bons couteaux, on a le bon matériel d'affûtage et le bon matériel d'affilage. Et donc maintenant, on va regarder la rénovation et l'entretien du pouvoir de coupe. Donc là, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'organisation que l'on va mettre autour de cette activité. Donc est-ce que ça va être centralisé ou individualisé? Donc on va privilégier donc, le centralisé qui va permettre donc d'avoir une personne, enfin des personnes qui sont vraiment spécialisées donc dans l'affûtage et l'affilage, dans l'affûtage, pardon. On va regarder aussi donc le local d'affûtage pour avoir quelque chose qui soit adapté donc à cette activité, ne serait-ce qu'en termes d'éclairage, hein. Si c'est trop sombre, on va pas pouvoir avoir un travail de qualité. Mais il y a aussi donc le captage des poussières. Donc, puisque notamment, voilà, si on est sur un modèle centralisé, donc on a une personne qui va faire ça selon un temps assez long, elle va être exposée à des poussières donc métalliques. Donc, il va bien falloir traiter ce risque-là aussi, donc en intégrant donc le captage donc dans le local. Que dire d'autre aussi? Donc, la fréquence est important aussi à regarder, puisque il faut bien mesurer le temps qui va être nécessaire. Donc, combien de fois par jour je vais affûter mes couteaux? Combien de temps dure cet affûtage pour pouvoir donner, alors que ce soit en centralisé, voilà, de dire il faut effectivement 3-4 heures d'affûtage par jour. Donc, il faut que ça rentre donc, dans la durée de travail du salarié. Ou même en individualisé, hein, s'il faut une demi-heure pour le faire, il faut que ce soit intégré et pas fait à la va-vite à la fin de la journée. S'il me reste 5 minutes, je vais faire ça. Forcément, voilà, ça ne sera pas quelque chose d'efficace. Pareil pour l'affilage. Donc l'affileur, donc est-ce qu'il est mutualisé ou est-ce que chacun a le sien? Regardez tout ça. Alors attention au risque aussi quand c'est mutualisé, le positionnement pour éviter quand c'est sur une chaîne de découpe par exemple, d'avoir des coups de couteau malencontreux donc dans le bras du collègue. Donc voilà, attention au risque annexe. Et pareil aussi, intégrer le temps d'affilage dans le temps de travail. Donc, on a acheté les couteaux, on a acheté la flûteuse et les matériels d'affilage. On a l'organisation qui va avec. Donc ensuite, donc, il y a aussi tout le suivi, donc la maintenance donc, de tous ces équipements. Donc les couteaux, ils vont s'user. Donc il faut contrôler, bien contrôler donc, le niveau d'usure hein, pour maintenir donc, un taillant qui soit correct. Les affûteuses, c'est pareil. Donc si c'est une bande humide, il faut changer la bande au bout d'un certain temps. Donc il faut s'assurer que tout soit bien fait correctement, d'avoir du stock de bandes pour pouvoir les changer. Donc voilà. Il faut s'assurer de tout ça. Les affileurs aussi, il y a un entretien, donc il faut faire régulièrement pour que l'équipement reste convenable en termes d'efficacité. Là, une photo d'illustration de ce que j'évoquais hein, par rapport au calibre d'usure. Donc, la première photo à gauche, donc là, on voit un couteau qui est beaucoup trop fin. Donc, même au-delà de la difficulté d'avoir quelque chose de correct en pouvoir de coupe, là, il y a le risque de coupure et comment dire, de passage au travers du gant côte de maille, donc là, qui est dangereux. Donc, il faut retirer, là, du coup, ces couteaux-là du circuit pour tout ce cumul de risques. Donc là, on voit à droite un couteau qui est encore bon puisqu'il ne passe pas au travers du calibre. Là, un autre type de contrôle de l'usure avec, alors, je ne sais pas s'ils ont un nom particulier, Magali, ces deux équipements, mais ce sont des calibres d'usure, on va dire. Des calibres. Mhm. Autre équipement important donc, dans la démarche, c'est le banc de test. Donc là, cet équipement-là va pouvoir contrôler donc, le pouvoir de coupe. Voilà, donc ça va être un peu un juge de paix.
Donc, dans une démarche d'amélioration continue comme se veut Préventicoupe, bah, c'est toujours bien donc d'avoir des moyens d'évaluer, d'avoir des indicateurs. Donc, cet outil-là va permettre de pouvoir tester le pouvoir de coupe. Donc, que ce soit même en atelier, par exemple, hein, si on veut mesurer comment est fait l'affilage, s'il est correctement fait, bah, on va pouvoir tester ces couteaux et voir bah, quels sont les couteaux qui sont bien faits ou pas faits, et puis bah, relancer voilà, des sensibilisations. Mais pareil aussi au niveau de l'affûtage, donc quand on affûte, bah, hop, on utilise le banc de test et ça va pouvoir donc valider la qualité de l'affûtage. Je note, mais on y reviendra, Magali y reviendra à la fin, les organismes de formation donc, qui sont intégrés à la démarche, donc qui sont habilités, doivent être en possession donc, de ce type d'équipement. Donc actuellement, il en existe 2 sur le marché, enfin, on va dire une troisième, à Magali, une plus petite. Donc il y a le Mentor et puis la Nago de Knesh, avec un gros différentiel de prix entre les deux, mais Knesh donc, a sorti une nouvelle machine qui est un peu plus abordable. Qui est à peu près du même prix que le Mentor. Que le Mentor, voilà. Je continue donc sur les facteurs donc, influençant le pouvoir de coupe. Donc il y a le nettoyage, le transport et le stockage des couteaux, puisque bah, le nettoyage, suivant un certain nombre de paramètres, va pouvoir malheureusement donc, détériorer le pouvoir de coupe. Dans le nettoyage, bah, notamment au niveau des chocs, hein, si on prend un process automatique, si on n'a pas des couteaux qui sont bien calés dans des coutelières par exemple, bah, les chocs vont venir abîmer le fil. Le nettoyage aussi, le protocole de nettoyage, le type de nettoyage, si on a un produit qui est trop agressif, un détergent trop agressif, il va pouvoir abîmer donc, le fil là aussi. Donc cette phase de nettoyage va potentiellement abîmer votre pouvoir de coupe. Donc là, il s'agit voilà, de déterminer aussi correctement quelle est l'activité de nettoyage, le processus de nettoyage le plus adapté aux équipements. Pour le transport, là aussi, donc on va privilégier donc d'avoir des coutelières qui vont bien venir caler les couteaux pour éviter les chocs. Donc là, j'ai mis tout de suite, donc je vous passe donc une petite photo. On voit à gauche donc du coup une coutelière où les couteaux sont bien calés. Donc là, donc pas de risque de venir frotter donc le fil, pas de risque de coupure en plus lors de transport du couteau par exemple. Et à droite, et bien là, on voit une première photo donc avec un couteau donc, qui est calé donc, dans un petit espace parce qu'on n'a rien prévu pour le mettre autrement. Donc là, inévitablement, donc, on va venir frotter le fil et donc casser complètement le pouvoir de coupe du couteau. Et à droite, une coutelière qui n'est pas adaptée. Là, on voit évidemment là aussi le risque de coupure avec cette grosse lame qui sort de l'équipement. Et puis au-delà de ça, un risque net aussi de frotter contre un barreau de la coutelière. Donc là aussi, définir tout ce qui est le plus adapté en termes de transport et de stockage pour ne pas donc abîmer le pouvoir de coupe. Dernier paramètre, dernier facteur, donc c'est le savoir-faire des salariés. Donc là, il s'agit donc de regarder tout au long de la vie professionnelle, donc sur l'usage du couteau, donc dès l'arrivée, donc notamment via le livret d'accueil, donc de parler donc de Préventicoupe et de l'intérêt donc d'être vigilant donc, par rapport au point du couteau. Ça passe aussi donc par des formations donc renforcées via des organismes de formation référencés, tant sur l'affûtage, l'affilage et puis la maintenance et le suivi des équipements. Donc la Magali va y revenir tout à l'heure. Mais aussi, donc, on met en avant donc, un tutorat, hein, ça permet donc d'avoir une personne donc, référente et bien calée donc, qui va pouvoir accompagner donc, ses collègues. Là aussi, ça va passer donc, par un temps alloué pour entrer donc, dans cette démarche pérenne au sein de l'entreprise. Alors, voilà une petite diapo donc, qui présente en synthèse donc, les différents facteurs donc, qui influencent le pouvoir du couteau, hein. Tel que voilà, donc le couteau donc par rapport à la lame, le type de manche, l'affûtage, quelles sont les modalités organisationnelles, l'affilage, idem, le transport, donc quels sont le matériel que l'on met avec, le nettoyage, avec quel protocole, etc. Le savoir-faire, donc avec quelle formation.
Donc tout ça a été un peu présenté en étoile, hein, mais on pourrait les relier un petit peu entre eux, hein, ils sont tous interdépendants, puisque voilà, donc dans une démarche, enfin, j'allais dire TMS Pro, une langage. Donc Prévendicoupe, donc ça se veut une démarche globale de prévention, hein, donc sur le pouvoir de coupe. Donc ils sont tous liés, hein. On peut avoir défini le plus beau couteau du monde, mais si voilà, sur le poste de travail, donc on n'a pas d'équipement donc pour bien caler le couteau et qu'on vient le frotter comme il y avait sur la photo, donc un risque important, donc de venir casser le fil, mais en fait on n'a pas tout réglé. Bah, idem, si on a la plus belle affûteuse du monde, mais si on n'a pas le savoir-faire qui va avec pour l'utiliser, eh bien ça ne marche pas. Donc voilà, Préventicoup, voilà, c'est vraiment un travail sur l'ensemble de ces facteurs pour avoir quelque chose d'efficace sur le terrain. Donc je passe la main donc à Magali, donc qui va vous faire une petite synthèse, voilà, de ce qu'est la démarche, cette démarche globale Préventicoup. Oui, donc en synthèse, la démarche, c'est une démarche en 3 grandes étapes. Même tu passes la diapo juste d'après. Le réseau prévention l'a pensé comme une solution un peu clé en main pour optimiser le pouvoir de coupe du couteau dans votre entreprise. Donc, on va commencer la démarche par un diagnostic global. Et donc là, l'objectif, c'est d'associer tous les acteurs en lien au sein de votre structure. Donc, on va partir des managers de la direction jusqu'à l'opérateur, sans oublier, par exemple, les acheteurs, la qualité et tous les autres. Enfin, voilà, on peut aussi associer ses fournisseurs de matériel. L'objectif, ça va être de dresser un état des lieux afin d'étudier tous les facteurs influençant le pouvoir de coupe. Donc, les facteurs sont ceux que Nicolas vous a présentés. Le réseau a développé une grille d'autodiagnostic qui vous permet de regarder où vous en êtes. Voilà. Mais également, tu peux peut-être la montrer. Je peux présenter juste une première question, ouais. Juste un exemple de cette grille. Ouais. Donc, ça se présente un peu comme les grilles que vous avez si vous êtes ciblé TMS Pro ou dans d'autres programmes du réseau prévention. Et donc, pour chaque item, vous allez choisir la case où vous êtes le plus proche, en sachant que des fois, bien sûr, on est au milieu. ça serait trop simple. Et donc, ça va vous donner une certaine note qui va après, à la fin, vous donner un radar et vous positionner. Et ça vous permettra de voir où vous en êtes et sur quel axe il faut travailler en priorité. Voilà. Donc, tous ces outils-là sont téléchargeables, soit sur le site de la notamment sur le site de la CARSAT de Bretagne. Et quand vous passez par Amélie, votre compte Amélie employeur, vous pouvez également y avoir accès. Et puis on a mis le lien du coup sur la diapo. Vous aurez, voilà. Vous aurez le lien sur le support dans le cadre du webinaire. Donc, ce diagnostic, il peut également être réalisé par un des organismes de formation que nous avons référencés. Et dans ce cas-là, l'organisme de formation va non seulement utiliser cette grille d'autodiagnostic, mais elle va également, vu qu'elle se déplacera sur votre lieu de travail, permettra également de faire un point sur votre plateau technique et regarder également vos équipements de travail et émettre un avis sur vos équipements, que ce soit les couteaux, les affûteuses, les affileuses, mais également les consommables ou vos divers protocoles que nous avons pu voir tout à l'heure. Voilà. Donc, soit vous pouvez faire l'autodiagnostic, soit si vous voulez quelque chose de beaucoup plus poussé, effectivement, ça va être par le biais d'un organisme de formation référencé par le réseau des CARSAT. L'objectif de ce diagnostic, ça va être effectivement, là, justement, la liste. Donc, la CARSAT Bretagne est en charge de référencer pour toute la France des organismes de formation. Voilà. Les formateurs sont forcément formateurs PRAP. Ils ont également du matériel spécifique. C'est des experts métiers issus de la filière viande ou viande de volaille. Et ils sont également compétents sur le champ de la formation adulte. Dans le cadre de leur intervention, ils doivent forcément, c'est un prérequis, poser un diagnostic et ensuite accompagner vos équipes et derrière, vous produire un bilan de fin de formation qui vous permet d'avoir un listing d'actions à mener chez vous pour que l'action de formation soit la plus efficace possible.
Donc, comme tout diagnostic, il y a forcément derrière des actions à court, moyen et long terme qui doivent aller sur tous les champs, à la fois technique, organisationnelle ou montée en compétences. Voilà, donc si vous faites la grille tout seul, et ben après, il y a forcément quand même une formation affûtage, affilage à faire s'il y a ces champs-là qui sont à travailler. Et donc, nous, on vous préconise les organismes que nous avons référencés. C'est pas tout de faire un diagnostic et de créer un plan d'action. À bout d'un moment, il faut quand même transformer ces situations de travail. C'est le principe d'une démarche de prévention. Et donc, là-dessus, il faut mettre en œuvre les actions préconisées et puis surtout évaluer selon certains indicateurs que vous aurez définis au début. Donc, soit effectivement refaire la grille de nouveau pour voir si vous passez du rouge au vert, soit des grilles de satisfaction des opérateurs, des indicateurs sur la consommation du couteau, ou si vous avez investi dans un banc de test, par exemple, faire des prélèvements de couteaux sur les postes de travail pour voir si le pouvoir de coupe, à quel niveau est le pouvoir de coupe au sein de votre établissement. Donc, démarche d'amélioration continue. Et donc, une fois qu'on est arrivé à la fin, on recommence de nouveau l'action. Le réseau a créé un ensemble d'outils. Donc, l'INRS a édité un guide particulier, les couteaux dans l'agro. C'est le D6274 qui est téléchargeable sur le site de l'INRS. À la fin de cette documentation, vous retrouverez d'ailleurs la grille d'autodiagnostic du réseau. Voilà. Et donc, dans le cadre du pilotage national de l'action préventive couple, les CARSAT Bretagne et Pays de Loire, donc on crée des documentations qui sont téléchargeables sur nos sites et il ne faut pas hésiter à y aller et à les prendre. Et puis après, vous pouvez également contacter les contrôleurs de sécurité qui suivent votre établissement et qui, en fonction des compétences qu'ils ont sur ce sujet-là, vous accompagneront du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Ou nous solliciter, donc il y a la diapo d'après, normalement, où en gros, on vous a mis la liste des personnes qui pilotent ce dossier-là pour le réseau à l'heure actuelle. Voilà, on va pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Bien, merci bien. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas de questions par écrit. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole? On a eu beaucoup d'informations. Alors, c'est vrai que ce petit format, là, en 1 heure, est fait vraiment pour que vous puissiez avoir toutes les ressources à disposition, vous poser les bonnes questions, voilà, vous amener à réfléchir sur cette thématique. Donc après, vous pourrez revenir quand on diffusera le replay et le support, bien entendu. Je crois que j'avais vu pour lancer un peu le débat, je crois que j'avais vu dans les formulaires d'inscription, il y avait une question de comment faire pour que mes salariés ne se coupent pas. Donc c'est vrai qu'on parle de TMS, on parle plutôt de maladies professionnelles, notamment les atteintes de la main, du coude et de l'épaule. Dans le réseau de prévention, on a tendance à dire que si les salariés se coupent, c'est justement parce que le couteau ne coupe pas. Alors, c'est des fois difficile à comprendre, mais en gros, plus les salariés vont être amenés à faire d'efforts, plus il va avoir tendance à forcer, plus on a un risque effectivement que la main dérape, on va dire ça comme ça, et atteigne la lame. Donc, si vous traitez le sujet préventif-coupe et notamment tous les facteurs influençant le pouvoir de coupe, vous travaillerez sur ce sujet de coupure, peut-être sur est-ce que j'ai la lame qui est de la bonne dimension, aussi bien aussi en largeur qu'en longueur, de la bonne forme, est-ce qu'elle est bien adaptée à ma tâche, est-ce qu'il y a une garde, il n'y a pas de garde, est-ce que l'entretien est fait correctement, oui, non. Et puis derrière, ça peut être tout simplement également des positionnements de couteaux. Est-ce que j'ai prévu des coutelières à disposition de mes opérateurs pour qu'ils rangent leurs couteaux? Voilà. Ou est-ce que j'ai prévu une organisation qui ne permette pas aux salariés de se déplacer avec son couteau à la main? Voilà, donc il y a plein de champs, mais normalement, en traitant le diagnostic préventif coupe, vous allez également traiter le risque de coupure. Voilà, donc déjà, je peux répondre à cette question-là qui avait été donnée au moment de l'inscription. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question de Tandriade là que je viens juste de voir passer sur la qualité de l'acier. Donc, pour la qualité de l'acier, ça, vous pouvez connaître la qualité de votre acier en allant regarder la fiche technique de votre couteau, c'est-à-dire qu'il faut contacter votre fournisseur. Et donc là-dessus, vous allez leur demander la teneur en chrome, la teneur en mobilylène, le terme est assez difficile à dire. Et en fonction de ces teneurs-là, vous saurez si oui ou non vous avez un acier de bonne qualité et si cet acier-là est également traité contre les corrosions. Voilà. Mais on pourra vous donner, si vous voulez, dans le fil ou après, on pourra vous donner la teneur idéale à atteindre. D'accord. On a une personne qui demande si l'accompagnement et le diagnostic sont éligibles aux aides FIPU. Alors, le FIPU, oui, on se bat pour que ça rentre dedans. Donc là, on espère, il va y avoir un prochain lot pour la rentrée 2026. Donc, on espère que les partenaires sociaux valideront nos propositions. Pour le moment, donc, ce n'est pas le cas. Vous comprenez à ma réponse que ce n'est pas le cas, que ça ne rentre pas dans le FIPU. Par contre, pour les entreprises qui seraient éligibles à un contrat de prévention ou à un contrat de TPE, alors là, il vaut mieux demander à son contrôleur sécurité si on répond aux clauses. Effectivement, il y a possibilité de se faire financer ces actions-là au travers d'un contrat TPE ou d'un contrat de prévention. Mais il y a des clauses très particulières, donc ça, il faut adresser un mail à votre contrôleur ou à votre CARSAT et qui pourra donc vous dire si oui ou non vous êtes éligible à ces dispositifs-là. Tout à fait. Est-ce que l'on a des données sur le temps d'affûtage d'un couteau? Non, alors là, ça va vraiment dépendre de la compétence de votre affûteur. Ce qu'on dit, c'est que normalement, un couteau doit être affûté tous les jours. Ça, c'est un minima, s'il a été utilisé, bien sûr. Voilà, et voire même avec des possibilités d'aller être affûté au fur et à mesure de sa journée. Le moyen d'éviter que le salarié aille au local d'affûtage à plusieurs reprises, c'est de lui fournir plusieurs couteaux. Mais tout ça, c'est en lien avec également, vous comprendrez, avec la coutelière. Si votre coutelière prévoit qu'un couteau, là, vous allez devoir permettre au salarié d'aller affûter régulièrement. Il suffit qu'il fasse tomber son couteau ou que le couteau heurte un plan en inox. Là, ça ne sera pas rattrapable à l'affilage, donc il va falloir qu'il bénéficie d'un affûtage supplémentaire. Une question sur les produits de nettoyage. Est-ce qu'il y a des produits qui seraient dits trop agressifs pour un bon maintien du fil? Alors là aussi, c'est une bagarre incessante. À l'heure actuelle, c'est surtout les produits alcalins ne sont pas bons pour les lames. Donc, vous allez me dire, en agroalimentaire, on est mal. C'est bien ça le problème. Et puis après, il y a également les temps de pose du produit et également la température de l'eau. Et donc là, il faut trouver un compromis entre les contraintes hygiène et l'entretien de la lame. C'est un réel sujet de discussion pour les entreprises qui auraient des services qualité. C'est pour ça qu'il faut absolument les associer dans la boucle, mais c'est un réel sujet à avoir et il faut trouver le compromis le plus juste. Donc, dans le diaporama qu'on a passé très rapidement, il y a effectivement des délais de trempage, des délais des températures d'eau et des pH à respecter. Il faut également travailler sur la neutralité de votre eau douce. Il faut un minimum de minéraux dedans parce que les minéraux, au moment du brassage, au moment du lavage, vont aller heurter également le fil du couteau. Ça, c'est des points que les organismes de formation, si vous allez en formation, ils vont vous apporter des compléments sur ce sujet-là. Une autre question sur quelles sont les informations que l'on peut intégrer dans une formation renforcée à la sécurité? Donc, la formation renforcée à la sécurité, alors non, ce qu'on trouve généralement, mais bon, voilà, c'est que généralement dans le livret d'accueil, on va expliquer aux salariés qu'est-ce qui peut dégrader son fil. Et après, on va avoir des consignes un peu classiques sur le port des EPI et également les trajets en demandant à ce que les couteaux soient dans les coutelières. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, le principe un peu de base. Pour ce qui est de la formation renforcée, il y aura plusieurs formations renforcées en fonction de votre organisation. La première, c'est
l'affilage. Voilà. Et la deuxième va être l'affûtage. Après, si les opérateurs ne font pas d'affûtage, ils n'ont pas besoin d'avoir ce morceau-là. Mais au minimum, sur l'affilage, vous devez expliquer à une personne comment on va utiliser un fusil ou des broches croisées et comment ce matériel il doit être entretenu. Le salarié, il doit nettoyer sa lame avant de passer le couteau sur un affileur, quel qu'il soit d'ailleurs. Et ensuite, il y a une position à avoir très spécifique et des angles à respecter. Voilà. Donc, par exemple, tout ça, un salarié ne le maîtrise pas forcément, en sachant d'autant plus que dans leur formation initiale, si vous avez des professionnels de type boucher ou autre, ce n'est plus vu pendant les formations initiales en école. Voilà. Les écoles considèrent que ce champ-là, c'est du champ d'entreprise, que c'est à l'entreprise de former les salariés sur le matériel qu'ils auront chez eux. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous recrutez un professionnel de la viande que cette personne-là a eu ça à l'école ou alors a acquis ça dans une entreprise. Voilà. Il faut forcément que de votre côté, vous refassiez une formation sur ces champs-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des aides par rapport aux bancs de test? Alors, des aides, oui, ça peut passer dans le cadre d'un contrat TPE ou d'un contrat de prévention. Donc, ça, c'est à voir avec votre CARSAT. Et ensuite, dans le réseau, la CARSAT de Bretagne a investi dans du matériel, donc un mentor notamment. Et donc là, il peut y avoir des conventions établies entre votre CARSAT, la CARSAT Bretagne et votre entreprise pour qu'on vous prête le matériel et que vous nous le retourniez après. Donc ça, c'est un sujet à voir avec votre CARSAT, soit la CARSAT Pays de Loire, Bretagne. Je sais qu'il y a des entreprises de tout type de CARSAT. Donc, vous voyez ça avec la personne qui vous suit, puis après, elle nous recontacte et on voit comment on peut établir une convention de prêt. Voilà. Donc, nous, on peut prêter le matériel dans un délai donné, bien sûr. Et puis, sinon, vous pouvez avoir une aide au financement au travers des contrats, des aides financières proposées par le réseau. C'est vrai que nous, à la CARSAT Rhône-Alpes, on n'a pas ce type de matériel parce que voilà, la demande est moins importante que dans nos régions. Mais c'est pour ça que le seul banc de coupe, il est en Bretagne. Donc, en gros, il n'y a pas de souci. La Bretagne peut le prêter à toutes les entreprises de France. Il faut juste établir une convention de prêt. D'accord. Et puis une question, bien sûr, sur le coût de l'intervention des organismes de formation là, que l'on a référencé. On est sur du coût de formation. Alors, la formation avec le pré-diagnostic, c'est une journée pour 6 personnes maximum. Voilà. Et je crois qu'il va y avoir le déplacement, parce que si vous ne prenez pas l'OF qui va dans le secteur. Et donc, les tarifs, on est sur des tarifs classiques de formation. 6 personnes, ça doit faire aux alentours de 4 ou 5 000 euros la formation, je crois. Faudrait que je ressorte des devis. Et effectivement, la plupart des organismes sont situés dans l'ouest et on a pour la région Rhône-Alpes, le plus proche est situé à Clermont-Ferrand, mais tous les organismes peuvent se déplacer au sein de chacune des entreprises. Les organismes référencés vont également, je ne sais pas si aujourd'hui on a des amis des DOM-TOM, mais se déplacent également dans les DOM-TOM. Et nous, on a la DIV en région, voilà, à Clermont-Ferrand. Voilà, la DIV, voilà. Voilà, merci pour ces réponses complètes. Là, pour l'instant, je n'en ai plus à l'écrit. On a répondu à toutes vos questions? Eh bien, écoutez, on a fait plus rapide que ce qu'on pensait. Que le 1 heure court, mais voilà, on vous a donné beaucoup d'informations, des ressources. Vous recevrez de toute façon donc le PowerPoint et le replay. Et puis, n'hésitez pas après à revenir vers voilà, les différentes CARSAT, vos différents interlocuteurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup aux intervenants. Merci aussi. Et puis à bientôt, on espère, pour un prochain sujet. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.